Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. قد مسافر شخص قبيلي تمديتاكي انا حاليا نكون سنغالا سونا سامكوناكي سيرتا Constantine en français pour retrouver un médecin. C'est pas l'élu qu'on va rencontrer, l'élu de la République algérienne qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est le médecin pneumologue. C'est un monsieur que c'est un médecin que je rêve d'interviewer depuis trop longtemps. On a failli se rencontrer il y a quelques années. J'ai le plaisir, le grand bonheur de rencontrer aujourd'hui par Skype le docteur Saïd Omar Mersas. Azula MJ. الزول فلا ونركل اكسلي صافا جادا لا شويت كان انا غادي غنسكسو سدا وسقسيت. Formidable. Bon, docteur Mersas, mon Camille va s'arrêter là parce que sinon on va se moquer de moi. Le mien aussi, mais juste c'est dire que nous sommes là. Voilà, on est là. Temdi, merci en tout cas d'accorder un peu de votre temps, Temdi Tagui, à l'OMG. Je voulais recueillir votre expertise après un peu plus de 2 mois et demi de confinement en Algérie. L'Algérie s'est mis en mode confinement une dizaine de jours à peu près après la France. Et justement, je voulais recueillir votre témoignage plus en tant que professionnel de santé sur la crise sanitaire que nous vivons tous dans le monde, là-dessus personne n'est épargné, et savoir entre autres quels sont les impacts qui ont affecté éventuellement votre activité professionnelle, puisque je rappelle que vous êtes pneumologue. Vous l'avez vu arriver cette crise sanitaire, cette épidémie? Moi, je pense que c'est une crise qui a été annoncée un peu à travers le monde depuis les premiers cas, donc fin décembre en Chine. Je pense que toute la population médicale était pratiquement avertie, savait, suivait de très près, la peur était là. Et puis, la peur s'est transformée aujourd'hui même en angoisse, parce qu'on pensait que c'était quelque chose qui allait peut-être prendre un bout de chemin, mais finalement, voilà, on revient et on dit ça dure, ça risque de durer encore longtemps. Donc, on suit ce qui se passe de par le monde. Effectivement, c'est une des rares crises que notre génération est en train de vivre. Elle nous fait rappeler un peu ce que nous avons lu dans l'histoire de la médecine, l'histoire de l'humanité, l'histoire des différentes communautés dans le cadre des infections en général de par le monde. Et cela nous effraie, effectivement, ça nous effraie, d'autant que quand on voit que les pays les plus nantis sur le plan sanitaire, sur le plan, je dirais, moyen humain, sur le plan social, sur tous les plans, ont été pratiquement touchés, et très, très, très gravement touchés, en compter le nombre de cas malades, le nombre de décès. Cela nous effraie. Donc, en Algérie, l'Algérie n'est pas épargnée. Comme vous le savez, vous et moi, qui sommes donc de ce très grand pays, de ce pays continent, à ses liens, à ses attaches, à ses frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes avec les pays de l'Europe, donc on n'est pas épargné. Et la preuve, depuis maintenant 3 mois, l'Algérie vit à l'ère du Covid avec beaucoup de difficultés, mais comparativement à la planète, nous pouvons dire que nous avons quand même de la chance, vu le nombre, vu nos moyens, je dirais, techniques, sanitaires, notre système de santé, que personne ne peut cacher. C'est un système qui est resté longtemps à la traîne. Ce n'est pas le moment de faire le constat, ni enfin le bilan, ni de faire le procès. Donc tout le monde s'est soudé les coudes et on a voulu aller de l'avant. Tout le monde s'est engagé. On a tout laissé de côté. Il faut sauver ce que nous pouvons sauver. Et je pense que depuis le 24 février, le premier cas, nous avons été quand même au devant de la scène. Il faut dire la vérité que même les pouvoirs publics ont pris des décisions courageuses, très anticipatives. Donc, il y a eu de la bonne gouvernance. Vous vous rappelez comme moi, quand on voit que le premier cas qui datait entre le 20 et le 24 avril, déjà l'alerte était donnée. Et quand les premiers cas, les deuxièmes, enfin le premier ilouche, si je puis dire, à Blida était annoncé, que Blida commençait à avoir ses cas, le cluster s'est formé. Les pouvoirs publics n'ont pas hésité à aller très vite
Et l'Algérie s'est positionnée seule, sans aucune obligation, à un stade 3, comme si le virus circulait librement. Et cela nous a peut-être, sans aucun doute, pas peut-être, nous a aidés parce qu'on n'avait pas les moyens, parce que. Et là, on s'en tire très difficilement sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire, sur le plan socio-économique. On est en train, on arrive vers le millier de décès. Nous ne sommes pas loin de 900 décès, 800 et quelques. Je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui. Nous sommes quand même à 11 000 ou 12 000 sujets positifs. Cela nous rassure quelque part par rapport à la densité de la population, 44 millions, comparativement à d'autres populations du même niveau et du niveau d'infection ou d'atteinte chez eux. On se dit qu'on est quand même, je dirais, épargné de la grande catastrophe. Mais la crainte est là. Attention, on n'est pas tiré d'affaire. Jamais cessé. On n'est pas tiré d'affaire. C'est ce que, à chaque fois que j'ai l'occasion de dire sur les chaînes de télévision ou des interviews que j'ai pu donner en Algérie, attention, le citoyen a une grande part de responsabilité dans le présent et dans l'avenir. Comme il a aussi, ça je souris, je le dis, une grande part de responsabilité dans le présent et l'avenir politique. Donc, restant sanitaire et nous disant que tout passe par le citoyen, tout passe par l'individu. C'est lui qui forme le groupe, c'est lui qui forme la collectivité. Et c'est une infection, c'est une virus, ce Covid-là va plus vite que je dirais que la science aujourd'hui, parce que si vous prenez aussi les éléments scientifiques qui ont été donnés tout au début en Chine, et ceux qui sont donnés aujourd'hui, on trouve de la contradiction, si on veut l'appeler contradiction, plutôt on trouve de la complémentarité ou de nouveaux éléments, même s'ils viennent contredire les premiers, mais à chaque fois, on a des faits nouveaux. Donc, à partir de là, nous, on a tendance à dire à nos concitoyens, attention, ce virus ne vient pas vers vous si vous n'allez pas le chercher, soit par voie aérienne, et vous le savez, c'est par les postillons, ou par la voie manuportée. Et aujourd'hui, le déconfinement qui a commencé chez nous après 3 mois, difficile, très, très difficile, je répète, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan psychologique, d'énormes efforts ont été faits, beaucoup de sacrifices. On a essayé de déconfiner une première phase, on entame la deuxième phase. Cette deuxième phase, on le dit, moi en tant qu'expert, je peux dire que c'est une deuxième phase extrêmement dangereuse, courageuse, mais très dangereuse. Et on constate qu'il y a quand même du non-respect des mesures barrières à travers le territoire. Pas dans tous les villages, j'exagère peut-être, du moment qu'on est arrivé quand même à déconfiner totalement 19 wilayas. Et même dans ces wilayas, il faut être prudent, très prudent. Mais notre appel est dans les 29 autres où on a quand même aujourd'hui 4 ou 5 qui connaissent un peu une petite augmentation, un nombre de décès aussi qui n'a jamais été aussi important que depuis le début. Hier, nous avons eu 14 décès, alors que dans les habitudes, nous tournons autour de 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais là, ça monte un peu. Et pour nous, spécialistes, l'augmentation du nombre de décès est un témoin, est pratiquement, je dirais, une alerte. Attention, il se passe quelque chose qui peut échapper. Si le nombre de cas n'augmente pas beaucoup, on continue à tourner autour de la centaine, donc on ne sait plus si c'est un pic en plateau qui dure depuis 2 mois, si c'est un pic en temps de 6, c'est déclenché, les épidémiologistes auront leur terminologie mieux que moi, mais toujours est-il que nous restons dans une centaine. Ça fait maintenant 3 semaines, peut-être même 4 semaines, voire plus. Nous espérons, nous luttons tous pour que ce chiffre n'augmente pas davantage, pour que le nombre de décès surtout puisse diminuer, parce que la prise en charge, jusque-là, l'engagement du corps médical en général, des personnels de santé est, je dirais, au max. Mais si ça dure beaucoup, nous risquons d'être fatigués. Et là, c'est pour ça que nous lançons un appel à travers aussi cette interview, cette rencontre, cet échange, qui sera certainement vu par nos compatriotes, par nos concitoyens. Il faut nous aider. Il faut nous aider par la distanciation, il faut nous aider par le lavage des mains, il faut nous aider par le fait qu'il y a un confinement volontaire. Quand on n'a rien à faire dehors, il faut pas sortir. Il faut mieux souffrir encore 1 mois que d'avoir à souffrir pendant quelques mois, voire plus. Voilà un peu, je dirais, la vie. J'ai même trop parlé, j'ai essayé de brosser. Mais bref, parfait.
Parfait. Non, mais en tout cas, pour dire que la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est le relâchement, puisque les frontières ne sont toujours pas ouvertes. Donc, au-delà du relâchement, effectivement, l'Algérie a pris, le gouvernement algérien a décidé de reculer, repousser l'ouverture des frontières à une période qui est quand même charnière, parce qu'on sait que typiquement, la période estivale est un moment où les compatriotes algériens qui vivent à l'étranger en général, profitent du mois de juillet et du mois d'août pour affluer en masse dans notre pays d'origine. Donc voilà, la crainte maintenant, c'est quid de la situation en juillet, août. Il va falloir continuer à être vigilant. Vigilant, oui, très vigilant. Il faut continuer à l'être. Moi, je le disais tout à l'heure, là, il y a des sacrifices dans la vie. Et on peut sacrifier, je dirais, pour la famille, on sacrifie pour les amis. Et là, il y a des sacrifices aussi pour le pays. Ceux qui sont dans une région, je dirais, où l'infection est encore en cours, est importante, vont faire l'effort de ne pas venir dans les régions où l'infection n'est pas très importante, n'existe pas, et inversement. Je pense que c'est une règle d'or. Aujourd'hui, il vaut mieux rester, que chacun reste là où il est pour protéger les autres. Nous avons cet avantage, comme vous et moi maintenant, on se voit, on se parle, il y a le Skype, il y a le Messenger en vidéo, il y a pratiquement tous les moyens où on peut se voir. C'est vrai qu'on a envie, on a besoin de se toucher, on a besoin de s'enlacer, on a besoin d'être proche l'un de l'autre, mais eh ben, c'est une exception qui arrive. Je dis encore de notre génération. Moi, j'ai lu, comme vous, les histoires des épidémies anciennes du siècle dernier qui ont fait des ravages. Et à l'époque, les communautés n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des sacrifices à faire pour cette période estivale tout particulièrement, moi je dis qu'il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire de pression sur qui que ce soit pour que ces frontières soient réouvertes au plus vite pour n'importe quelle raison, moi je dirais, et mettre en danger toute une population, toute une nation, de part et d'autre, moi je dirais, hein, même pour les Algériens qui souhaitaient aussi prendre des vacances outre-mer, sortir du territoire, prendre un bol d'air. Aujourd'hui, qu'il faut s'adapter et se dire que c'est un moment. Moi, j'ai donné un exemple, Samia. Vous permettez que je vous appelle Je par vous votre en... prénom? Oh, mais Voilà. avec grand plaisir, Saïd Voilà. Omar. Donc, voilà. Ça aille tout court, oui, voilà. Saïd. Donc, moi, je dis, il y a des sacrifices, et je dis, même pour le confinement, on aurait souhaité, nous, que le confinement soit un peu plus dur, nettement plus dur que ça, et se considérer pratiquement en état de guerre. Et on se dit, bon, mais on sait au moins, là, on sait que c'est un état de guerre qui a une durée définie, c'est nous qui la fixons. Le Covid a un cycle de 14 jours, au bout de 14-21 jours, on peut le vaincre, on peut prendre le dessus. Et si on avait fait un bon confinement, je dirais total, général, au-delà de 21 jours à mois, je pense qu'on serait sorti nettement plus tôt, d'autant qu'on voit les résultats. La chance est là. Et les efforts aussi, il n'y a pas rien que la chance, les efforts consentis par tout un chacun euh, auraient pu nous donner de meilleurs résultats. Vous connaissez nos concitoyens, ils sont durs, ils ne sont pas faciles. Quand on voit aujourd'hui certains marchés ouverts, certaines surfaces commerciales qui reçoivent un flux extraordinairement important de personnes où la bavette n'est pas sur le nez, sur la bouche et au-dessous du menton, elle est plutôt sous le menton, où elle est parfois collée à une oreille et pas à l'autre. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait donc, je ne dis pas combattre, qu'il faudrait un petit peu remettre au point. Et si la solution de la sensibilisation simple ne suffit pas, les pouvoirs publics ont commencé par mettre des points de pénalisation, des pénalités, donc des PV. Mais je crains qu'en Algérie, ça ne sera encore pas suffisant et qu'il faut y aller à d'autres mesures. Avant d'aller vers les mesures répressives, moi je dis que c'est le rôle. Il faut qu'il s'implique. Donc, nous avons ici le rôle des patriarches, le rôle des imams, je dirais le rôle des bonnes associations actives de quartier, le rôle de la société civile doit être très important dans la semaine. Je dis dans la semaine, moi je l'ai dit il y a un mois, mais je répète, je dis dans cette semaine, la semaine qui va venir,
Il faut y aller, faire du porte-à-porte, toucher les gens qui ne voient pas la télé, des gens qui ne lisent pas, des gens qui n'ont pas, je dirais, qui ne s'occupent pas de la radio, qui commencent à vivre, qui vivent toujours, je dirais, à un train qui pour eux est très habituel, loin de la communication nouvelle, loin de cette technologie-là. Combien même tous leurs enfants ou presque sont au stade aussi du Skype et des réseaux sociaux, mais peut-être que les parents et les moins grands n'ont pas encore reçu le message comme il faut. Moi, je parle des vecteurs, les personnes capables, aptes à pouvoir faire passer le message et faire arriver le message de ces mesures de barrière, ces mesures de protection. Il faut les utiliser aujourd'hui. Et il ne faut pas rester aux spots, je dirais, aux séquences télévisées. Il faut trouver, il faut innover, quitte à passer dans les rues, comme on faisait avant. On appelait, il y a un rendez-vous, il y a une réunion à tel endroit, on vous appelle, tout le monde doit venir. Hein, hein? Tout à fait d'accord. Voilà, il faut tous les moyens doivent être utilisés parce que l'Algérien a la tête dure quand il s'agit d'injustice, mais il est très cool, il est coulant quand il s'agit de solidarité, quand il s'agit de l'intérêt de la nation, quand il s'agit de l'intérêt de l'autre. Je ne parle pas seulement de l'Algérie, vous connaissez comme moi l'affection et la sensibilité que nous avons pour tous les peuples opprimés de par le monde. Nous réagissons avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'affection. Alors qu'en est-il quand il s'agit de notre propre chair, quand il s'agit d'un risque intramuros? Donc il faut qu'on trouve ensemble et vite les moyens pour pouvoir convaincre cette population à porter la bavette, à se laver les mains, à garder de la distance entre les autres, à ne pas se regrouper, à éviter, je dirais, d'aller même au cimetière, aux enterrements, à éviter. On sait que c'est compliqué, mais... Je sais, j'ai commencé par dire il y a des sacrifices, voilà, pour que les gens me comprennent bien et qu'ils ne disent pas il vit dans une autre planète, ce monsieur-là. Je dis non, je suis comme vous, je souffre comme vous. Peut-être que mon sourire souvent présent sur mon visage est expressif pour les autres, mais au fond de nous, nous véhiculons en notre fort intérieur beaucoup de douleur, je dirais beaucoup de souffrance. Pour les autres, pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont malades, ceux qui sont aujourd'hui en réanimation, ceux qui sont en difficulté, je dirais, sociale aussi, qui n'ont pas leur quotidien facilement. Et c'est là où la solidarité agissante doit être plus importante, doit être plus forte dans ces moments. Je pense que tout simplement, si nous accordons nos violences, si nous partons les uns vers les autres par la voix, par les moyens encore, tout en gardant la distance, nous pouvons nous en sortir au maximum dans un mois. De quoi, c'est l'automne qui nous gagnera encore, qui nous rattrapera dans la même situation. J'ai beaucoup peur. Oui, on va revenir. On est toujours en compagnie du pneumologue. Là, c'est le médecin que j'interpelle encore. Il y a eu beaucoup d'idées reçues qui ont été véhiculées autour de cette épidémie, dont le fait qu'entre autres, le virus pourrait ne pas résister à la chaleur. Prudence. Non, je vais être encore très clair. Si le virus ne résistait pas à la chaleur, on n'aurait pas eu cette recrudescence en Arabie Saoudite il y a 24 ou 48 heures. Il fait pas moins chaud que chez nous. Il fait très chaud pour avoir visité ces lieux saints. Non. Et le virus, pour ceux qui nous donnent les 32 degrés, 32 de température ou 30, il faut qu'ils sachent aussi qu'il est à l'intérieur du corps humain à 37 degrés. Et dès qu'il a de quoi vivre, dès qu'il a de quoi se développer, dès que sa protéine spéciale est tout de suite là, il se développera. De toute façon, il peut être dehors pendant quelques heures et il s'assèche parce qu'il ne trouve pas les conditions de sa multiplication. Oui, il meurt, mais dès que quelqu'un le prend par la main pour le véhiculer à lui-même ou à quelqu'un d'autre, il va retrouver les conditions de vie et donc il va reprendre sa vie normalement, il va se multiplier. Donc cette histoire de chaleur ou de saison chaude, il faut la prendre avec beaucoup, beaucoup de prudence. Rappelez-vous le MERS, rappelez-vous le SARS de 2002, l'Arabie Saoudite, et puis c'était aussi le point de départ du MERS. Il faisait extrêmement chaud. Moi, je peux vous dire qu'en 2012, j'étais là-bas. Et 2012, on était pratiquement à une température douce, autour de 40-42 degrés, douce. On a même frôlé les 48, 49, 50. Mais il était là, on était tous en bavette, on était tous pratiquement astreints à une rigueur. Mais quand les respects, je dirais, d'hygiène, les respects sanitaires sont là, il y a moins de dégâts. C'est l'appel qu'on lance aujourd'hui, Covid. La preuve, ce sont de petits signes simples, etc. Si la distanciation existe chez les jeunes,
je dirais un peu les moins jeunes, ça peut être une affection qui va passer sans aucun bruit, qui ne demandera aucune thérapeutique. Et scientifiquement, là, je reviens un peu, peut-être beaucoup plus au sujet au pneumologue, 80% des personnes atteintes de Covid, 80 à 85% des personnes atteintes de Covid ne développent pas de symptômes ou développent, je dirais, très peu de symptômes qui passent inaperçus. Sauf que ces personnes demeurent pour leur entourage dangereuses parce qu'elles peuvent être quel est le mot juste? Il y a ceux qui n'acceptent pas les porteurs sains, mais je peux dire des malades sains ou des porteurs ou des malades asymptomatiques, mais asymptomatiques qui sont cracheurs de Covid, de postillons. Et là, donc le comptage par eux peut être plus dramatique parce qu'il se fait en silence. Les 15 ou 20% qui arrivent en milieu hospitalier comme de par le monde, là on voit il y a 7000 respirateurs à travers le territoire national, tout a été mobilisé. Jusqu'à cette semaine, 10 jours, je peux vous dire que le taux d'occupation des lits en réanimation à travers le territoire n'a pas dépassé les 16 ou 17%. Donc, vous voyez que ce n'était pas important. Cette fois-ci, cette semaine, bon, on a quand même un taux qui est nettement plus important. On est passé de 30, 32, 34 à un peu plus de 40 jusqu'à 50 cas en réanimation. Et cela veut dire que nous devons encore une fois prendre la chose au sérieux. On est loin du gros danger, on est loin d'être dépassé sur le plan des moyens, mais le risque existe, le risque est là. Et si une bonne dissociation encore est faite, si les asymptomatiques se considèrent effectivement comme porteurs de virus, il faut que tout Algérien ou tout citoyen sur la planète, moi je dis, se considère comme étant un Covid positif sans symptômes et qu'il faut qu'ils prennent attention pour ne pas contaminer les autres. Donc la bavette ou le masque, chacun l'appelle comme il veut, il faut qu'il soit porté, bien porté, il ne faut pas le toucher avec la main une fois qu'il soit placé. Et puis dès qu'on met la main pour l'enlever, il faut tout de suite le mettre dans un sac, le fermer, se laver, etc. Bon, ça je crois que c'est maintenant entré dans la tête de beaucoup de gens, mais ça c'est pas insuffisant de le répéter, de matraquer. Et si cette mesure, surtout de bavette, est utilisée, nous pouvons nous protéger si on est tous porteurs de bavette et si on se lave les mains. Mais déjà, tous porteurs de bavette, le risque va diminuer maximum, il ne dépassera pas les 5% pour toute la population. C'est déjà beaucoup de gagner, même 95%. Si encore on se lave beaucoup et on prend d'autres mesures, parce que cela ça coûte de l'argent. Donc, avant de se laver les mains, faire au maximum pour se le faire rappeler, ne pas toucher aux yeux, ne pas toucher au nez, ne pas toucher au nez, ne pas toucher à la bouche. Et jusqu'à ce moment, on arrive à un point d'eau où il faut bien se laver les mains avec du savon pendant 20 à 30 secondes. Ça peut nous éviter la catastrophe. Encore une fois, l'Algérie, après 3 mois, n'a pas connu de drame. J'espère qu'elle ne le connaîtra pas. Voilà, Inch'Allah. Et je vous avais suivi évidemment la polémique autour d'un traitement qui a été très vite proposé, déployé en Algérie, la chloroquine. Qu'en pense le pneumologue? Vous regardez ça avec une certaine distance? Vous dites finalement on a bien fait, c'est un traitement qui était connu et qui avait le mérite d'exister? Non, moi je vais vous dire, quand l'Algérie, quand les premiers cas étaient arrivés chez nous, et on n'avait pas encore commencé, je ne suis pas membre de la Commission nationale, mais je suis quand même un ancien expert pneumologue, mais je dis qu'il faut y aller. J'ai dit au fond de moi, il faut y aller. Il faut y aller pourquoi? Parce que sans vouloir copier sur qui que ce soit, mais l'expérience a eu lieu en Chine et ailleurs, je dis il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un nouveau médicament que nous allons essayer sur une population sans recul avec un risque. C'est un médicament que nous connaissons depuis 70 ans. C'est un médicament qui a juste été repositionné, comme on l'appelle techniquement. Il a été repositionné pour les maladies immunologiques, il a été repositionné pour les maladies rhumatologiques. Et là, des gens ont dit, tiens, parce qu'il a déjà été utilisé pour le SRAS, il a été utilisé pour le MERS, et il semble qu'il ait donné à l'époque des résultats. Aujourd'hui, des essais ont été faits et on dit ils sont probants. Il n'est pas, c'est pas le médicament traitant, c'est pas un médicament au sens vrai, mais il bloque
Le virus, vous connaissez avec vos pratiques de tous les jours, votre expérience maintenant au contact des médecins, c'est qu'il va bloquer sans passage l'utilisation de la protéine de la cellule et à ce moment-là, donc, il réduit la multiplication, on réduit donc son intensité, on réduit la charge virale, on réduit les symptômes, on réduit les risques de passage à la gravité. Donc, je ne vois pas pourquoi, dès le départ, on allait se priver en Algérie de ce médicament que nous connaissons très bien, qui, pendant 70 ans, n'a jamais posé de problème sur le plan des complications, des effets secondaires graves, etc. Bien au contraire, les choses ont évolué. Ce n'est pas la chloroquine qui est actuellement utilisée, c'est l'hydroxychloroquine qui est un dérivé de la chloroquine, qui est donc nettement moins nocif en tant que médicament, en tant que produit, que princeps, que la chloroquine proprement dite. Et vous savez comme moi, ceux qui voyagent en Afrique, vous l'avez peut-être fait, on le prend. On consomme de l'hydroxychloroquine avant, pendant, après, et puis il C'est se un passe antipaludien bien. inconnu, oui, tout à fait. Donc alors, personnellement, j'ai dit, il faut. Et puis quand donc la commission nationale a pris la décision, croyez-moi, moi j'étais très 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 heureux. J'ai dit, eh ben voilà. Et puis la logique est simple, on n'a rien sous la main. On n'a rien sous la main. Et il n'est pas nouveau, on ne fait pas courir de risque à la population, il faut y aller. Bon, maintenant, il y a ceux qui nous chantent, qui chantent, j'exagère en tant que médecin, en tant que spécialiste, qu'il y a eu des cas de troubles du rythme, qu'il y a eu des problèmes cardiovasculaires, qu'il y a eu. Écoutez, moi je dis qu'un ECG en Algérie, la pratique de la surveillance J0, J1, J2 se fait. Les malades sont très, très filtrés. Pour ceux qui sont âgés, comorbides, avec des pathologies cardiovasculaires, c'est bien réfléchi. Et la preuve, les premiers chiffres que j'ai pu entendre de la bouche du ministre de la Santé, je pense qu'il n'y a pas eu sur le millier ou un peu plus du millier de cas qui sont traités, il n'y a pas eu une dizaine ou une douzaine de cas qui auraient posé de petits problèmes de troubles du rythme. Donc, il n'y a pas. Et puis, quel est le médicament? J'y pensais, voilà, tout à fait. Quel est le médicament qui ne donne pas le doliprane qu'on est en train de conseiller aujourd'hui? Tout le monde sait que donc, c'est une question de dose. C'est une question de dose. Et puis là, on voit que l'hydroxychloroquine est donnée à des doses qui sont basses, une courte durée, même dans les expériences que vous connaissez vous aussi. Il y a ceux qui traitent à 5 jours, à 6 jours, à 8 jours, à 10 jours. Bon, jusqu'à 10 jours, c'est pas énorme. Comme on disait tout à l'heure, en prévention déjà, on va jusqu'à 15 jours dans la malaria. Donc, dans ce cas, il y a encore des doses un peu plus importantes. Et encore, j'insiste, c'est un dérivé, c'est pas la chloroquine de départ. Je pense qu'on a bien agi. Voilà, en un mot, je fais court. L'Algérie a pris la bonne décision. Que ceux qui sont ailleurs disent ce qu'ils veulent, y compris l'OMS. Moi, je n'ai pas de mots. Quand l'OMS avait dit, j'ai dit, moi, je suis surpris qu'une organisation de santé, une organisation mondiale de la santé puisse interdire la prescription, l'utilisation d'un médicament qui a été repositionné dans une pathologie donnée et pas dans les autres pathologies. Où il est mauvais, où il est dangereux, où il ne l'est pas. Moi, je ne suis pas membre de l'OMS, je ne suis pas actif, je ne suis pas expert de l'OMS, mais je dis que où c'est bon, c'est mauvais. Alors, s'il est bon pendant 70 ans, je ne vois pas pourquoi il va être mauvais au moment où on n'a rien sous les dents. Rien à mettre sous les dents, il faut y aller. On suppose que l'OMS aura réagi à brûle-pourpoint comme ça à des informations et tout et son contraire. Que l'OMS aura réagi sans doute à subir une pression au niveau international, parce que c'est vrai qu'en France, en tout cas, vous avez été épargné en Algérie par chance, mais c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines de l'épidémie, c'était une bataille à couteau tiré des experts qui venaient se débattre en plateau, et puis on sentait bien derrière la pression effectivement des laboratoires pharmaceutiques. C'était une parenthèse, mais je veux dire là-dessus, je pense qu'en Algérie, par chance, vous avez été épargné de ces discours qui ont été très troublants pour les consommateurs, pour le public auquel on disait de rester chez soi. Donc, grand bien fait. Effectivement, il fallait prendre une décision qui a été sage par le ministère de la Santé algérien de dispenser l'hydrochloroquine de manière associée, puis je crois, à un antibiotique. En tout cas, c'était une sage décision. L'association n'est pas obligatoire pour tout le monde. Parce que le premier, on sait qu'il a une action, et le deuxième, c'est un antibiotique.
Oui. C'est chez les personnes qui pourraient être à risque infectieux secondaire supplémentaire, donc des complications infectieuses. Mais le protocole qui a été utilisé chez nous, il y a l'hydroxychloroquine seule, il y a l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine associée. Donc c'est au cas par cas, mais encore une fois, c'est une décision sage. Pour dire 2 mots encore de l'OMS, regardez ces derniers temps. Samia, quand on a commencé, je disais, moi, sur le plan physiopathologique, depuis la Chine déjà, que c'était une tempête inflammatoire, une tempête de cytokines, donc de produits, donc je dirais, de réaction lymphocytaire au niveau du poumon, qui était à l'origine de cette fibrose interstitielle diffuse qui faut constituer un bloc alvéolo-capillaire où l'oxygène ne passait plus, c'était le poumon réfractaire avec lesquels les malades mouraient. Donc, on avait même dit attention les anti-inflammatoires, attention aux anticorticoïdes, mais sauf que si des malades sont déjà sous corticoïdes et il faut pas les arrêter parce qu'il y a un risque. Bon, mais c'était quand même avec des pincettes. Et puis il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, une semaine, on dit la dexaméthasone, c'est le traitement de choix, il faut y aller à la corticothérapie. Je sais plus sur quel pied. Pardon, excusez-moi, sur quel pied danser. La corticothérapie, les anti-inflammatoires qui étaient contre-indiqués maintenant le sont. Et puis, deuxième volet, il y en a plein. Si je commence à citer, je peux tenir le verre plus longtemps. On a dit qu'il y a des thromboses vasculaires au niveau du poumon qui sont à l'origine de tout ça, avec des embolies pulmonaires, etc. Puis je lisais il y a quelques jours à peine, on disait que, je ne sais plus si c'est en Autriche ou en Australie, mais je ne me rappelle plus beaucoup, enfin c'était un peu dans ces pays-là, il y a un déficit en vitamine K chez les malades qui sont touchés par le Covid, donc il faut aller. Alors, on ne sait plus, faut-il donner des antivitamines K ou faut-il donner de la vitamine K? Est-ce qu'il y a une coagulation intravasculaire disséminée? Là, il faut des antivitamines K. Ou est-ce que c'est plutôt un sang qui devient trop fluide et c'est des problèmes hémorragiques que personne n'a signalé dans la littérature depuis des 3 mois et il faut donner de la vitamine K? Donc, vous voyez un petit peu, c'est une guerre. C'est une guerre, vous l'avez dit, de lobby, de pharmacie, de beaucoup de choses. Cette histoire même d'hypertension artérielle, moi je vais lâcher ce mot parce qu'il peut être utile aux gens, je dirais, de la soixantaine, un petit peu de mon âge, mais qui sont encore jeunes. Je leur dis, il ne faut pas qu'on vous fasse peur. À 60 ans, on n'est pas vieux. 60 ans, on commence une belle vie. Et que l'hypertendu, équilibré, traité, correctement suivi, qui ne connaît pas de problème de déséquilibre de sa tension ni de retentissement sur sa pompe cardiovasculaire, n'est pas obligatoirement un sujet à risque plus que les autres. Parce qu'on a tendance maintenant à dire attention aux hypertendus, c'est comme si on a envie de vendre tout de suite des tonnes, des milliers de tonnes de traitements antihypertenseurs. Non, un hypertendu correctement suivi, traité, qui a son régime, qui n'a pas d'excédent de poids, qui a toujours vécu normalement, il a à peu près le même qualité de vie. Une qualité de vie, qui a une hygiène de vie propre, il a à peu près le même risque que celui qui n'est pas hypertendu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut qu'il se laisse aller. Ce sont ceux qui ont de la comorbidité cardiovasculaire. Ceux-là, oui, sont un peu plus exposés, honnêtement plus exposés. C'est pour dire que même ce symptôme ou cette maladie associée qui est pratiquement très connue maintenant et très importante sur le plan de la prévalence et de l'incidence à travers le monde, ne doit pas décourager les gens de cette tranche d'âge et les mettre dans un créneau je dirais, de sédentarité totale. Non, il faut continuer à faire son sport à la maison, à continuer à bouger. C'est un des points essentiels pour relever son immunité. Il ne faut pas s'arrêter, il faut bouger. Et bouger, c'est de la bonne santé. Il faut consommer propre, donc une bonne hygiène de vie. Et le 3e point dans cette force immunitaire qu'on doit reconstruire, vous le savez, dormir. Il faut dormir. Il ne faut pas que l'angoisse, que la peur du Covid nous laisse. Il ne faut pas que cette peur du Covid nous laisse passer des nuits blanches et à casser le rythme. Il faut garder son rythme normalement tout en se préservant de sortir quand on n'a pas besoin de sortir. Voilà. On sait à quel point le stress est délétère. Ce sera peut-être, docteur Messas, une de mes dernières questions, mais vos confrères spécialistes, vos confrères médecins ici en France, par exemple, ont tous très vite alerté sur le fait que les cabinets médicaux et les hôpitaux étaient désertés depuis le début de l'épidémie. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue vous aussi en Algérie, parce que les patients avaient peur de venir, d'aller voir leur médecin?
Je ne vais pas vous la cacher des deux côtés. Des deux côtés, la peur était là. Des deux côtés, d'abord, nous-mêmes, nous n'avons pas cessé de dire, si vous avez des signes, Restez chez vous. Restez chez vous. Si vous avez des signes, appelez les numéros spécifiques, les numéros spéciaux, donc les numéros qui s'occupaient du Covid. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter de tomber dans les erreurs d'un des pays ou de quelques pays d'Europe où les gens se sont baladés, que la contamination s'est faite vite. Donc on a dit aux gens, restez chez vous. Et le deuxième volet, les gens ne venaient pas parce qu'ils avaient peur de rencontrer ceux qui étaient porteurs, si eux, ils avaient une autre pathologie, et de rentrer avec un Covid collé au dos. Ça, c'est le côté malade. Les médecins, il faut dire la vérité, l'Algérie n'est pas excentrée du monde. Elle a été aussi, combien même on s'est un petit peu préparé psychologiquement, mais matériellement, quand on a commencé à avoir nos cas, on a subi la même chose, je dirais même pire que les pays d'Europe. On n'avait pas de moyens, on n'avait pas de pavettes, on n'avait pas. Si ce n'était l'excellente relation que notre pays a avec la Chine depuis des décennies, depuis toujours, depuis la guerre de libération à ce jour, qui nous ont jamais abandonnés, qui nous ont aidés à avoir ces moyens de protection. Donc à cette période-là, où on était dépourvu de moyens, le peu qu'on avait, le peu qui existait, était d'abord mis à la disposition des services publics, donc des hôpitaux. C'est là où le flux était important, c'est tout à fait logique. C'était un choix à faire. Donc les médecins privés n'avaient pas suffisamment de moyens, ou n'avaient peut-être pas les moyens adéquats pour pouvoir faire des consultations. Mais les choses ont vite évolué, l'apaisement s'est fait, la prise en charge même psychologique par le corps médical s'est faite. Maintenant, les choses reprennent. Je ne dis pas que ça a repris comme avant. On continue de faire appel, que les maladies émergentes sont là et qu'il ne faut pas les oublier et qu'il faut les prendre en charge. Sauf que après le Covid, on aura beaucoup de casse, aussi bien sur le plan humain que sur le plan financier, pas économique. Donc, les choses vont mieux. Encore une fois, je vous dis que la preuve en Algérie, c'est que dans toutes les wilayas, vous n'avez pas un seul, je dirais, un seul centre référent Covid. C'est presque tous les services qui reçoivent, mais des circuits Covid ont été créés au mieux possible, pas dans d'excellentes conditions, parce que vous avez peut-être vu quelques vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi je dis qu'un système de santé qui vit dans cette situation depuis 40 ans, on ne va pas lui demander dans cette situation de se transformer, de faire SAMU et de vivre à l'européenne. C'est notre système de santé, c'est un État que nous connaissons. Dommage que ça soit encore, je dirais, filmé, transmis à des moments comme ça aussi durs où la communauté médicale, où les personnels de santé avaient beaucoup plus besoin de soutien, avaient plus besoin d'encouragement. Et quand bien même cette chose était vraie, elle a été filmée, elle existait, mais regardez la durée de la vidéo, en 1 minute 30, on n'a pas le droit de casser ce qui a été fait en 3 mois. Le relâchement peut exister, c'est vrai. Et puis, si je peux me permettre, dans tous les pays du monde, dans des phases aiguës comme ça de crise, il y a des fautes, il y a des erreurs. Donc, moi je dis que il faut qu'on se serre les coudes encore davantage. Il faut qu'on soutienne encore cette armée blanche, comme on l'appelle, il ne pas davantage en essayant d'être moins nombreux à être malades, donc moins nombreux à occuper des lits, donc moins nombreux à aller en consultation pour ce Covid, pour que les choses se passent bien dans les meilleurs délais, Inch'Allah. On rappellera qu'on ne peut pas tout demander d'un gouvernement, que la responsabilité commence par sa propre implication et que voilà, quand on est adulte et responsable, mais il faut se donner les moyens de préserver l'autre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je dis que on ne peut pas demander à l'autre ce que nous-mêmes nous ne faisons pas pour nous, ce qu'on ne fait pas pour soi. Donc, c'est la première étape. La première étape, c'est, moi, je reviens à ce que j'ai dit il y a 3 mois. C'était, je pense, le 4 mars, j'ai commencé à tenir un petit peu des rencontres comme ça, en télé, en écrit.
il fallait pas attendre que le gouvernement décrète le confinement partiel ou total. Il fallait, j'ai dit, aller seul, volontairement, à un confinement spontané, un confinement civique, un confinement nécessaire pour les autres et pour soi-même. Et aujourd'hui, si encore je dois me répéter, je dis, regardez les chiffres chez nous, combien même ils ne sont pas ceux qu'on voit ailleurs, mais pour nous, ils sont importants, très importants. Ils nous mettent en état d'alerte, en émoi. C'est des personnes âgées, et les personnes âgées sont vulnérables. Et les personnes âgées, souvent, ce n'est pas elles qui vont chercher le Covid. Le Covid leur est ramené par les enfants, le Covid leur est ramené par les collatéraux. Donc, préservons nos parents, préservons nos grands-parents, ils ont leur place. Et souvent, on dit qu'on ne peut apprécier la chose qu'une fois qu'on l'a perdue. Donc, protégeons ses parents, ils nous sont chers, protégeons nos grands-parents, protégeons nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut avoir de la pitié, mais qu'il faut avoir de la solidarité, il faut avoir du cœur. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, en protégeant les grands, on se protège soi-même. On va protéger les moins grands, on va protéger les jeunes aussi. Inch'Allah, vous aurez été entendu en tout cas. Docteur Mersass, on passerait bien quelques heures encore avec vous, mais je vais vous libérer pour aujourd'hui si vous le voulez bien. Merci sincèrement, infiniment pour cette analyse sociétale et médicale, quoi qu'il advienne, sur cette situation en ce 20 juin 2020. On se voit bientôt à Constantine ou à Paris. Allez, je vous invite. Inch'Allah, dès que les vols reprennent et que le certificat de PCR négatif ne nous est plus demandé. Parce que je pense que si on va avec des PCR, je préfère qu'il vaut mieux que nos PCR soient utilisés pour les malades que pour ceux qui veulent voyager. Voilà une réponse un petit peu aux gens qui veulent aller sur ce terrain-là. Laissez nos PCR aux malades. Et ne demandez pas les PCR à ceux qui ont envie de voyager. Ceux qui voyagent peuvent reporter. Il faut avoir de la solidarité et rester et laisser les PCR à ceux qui veulent soigner. Ça a été un plaisir avec vous, Samia. Merci. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère ne pas avoir été... Formidable. Non. Vous reviendrez? Non, merci, vraiment. Merci beaucoup. Je tiens à transmettre alors un grand bonjour à votre frère, à Rachid. Je dirais à M. Rachid, je dis Rachid, hein, voilà, toute la famille, hein, parce que quand j'ai dit autour de moi, ma femme, mes enfants, que voilà, j'ai cet après-midi un échange Skype avec Samia, on lui dit arabe. Ah, papa, c'est Rachid. Oui, c'est Rachid. Oh, formidable. Et là, tout le monde dit, c'est l'Algérien, c'est le nationaliste, je dis sa sœur, et sa sœur, c'est pareil. Donc, elle fait beaucoup de travail. Pour la communauté en général, pour tout le monde, pour le monde entier. Elle le fait pour le pays, elle le fait pour le rapprochement entre ces deux rives de la Méditerranée. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup de bonne santé. Un grand bonjour à maman, à tout le monde. À très bientôt, Samia. Voilà.